Hallo? Ja, hakt mijn kop op ijsjesvoes. Du mit der Meidl, was ich kenne sie, was hat gewohnt, leben die. Du weißt doch wer, die Tunesien, ein kleines Meidl. Ja, sie nicht Tinky, sie war's. Nee, no, c'est un kleines Meidl. Die Tate ist von Tunis, die Mère, elle est de Pologne, de Lodja. Wie heißt du? Comment c'est ton nom? Maçon. Maçon? C'est comme on fait des appartements maçons? C'était Hasson. Ah, Hasson. Hallo? Oui. Ja, will Ne, wo soll er retten, wo? Wahrscheinlich Kakoya kommt schon. Er dreht man die Jugend. Das trägt, wie das geheißen, ne? Ja. Ich suche nach geheißen Feinsilber, dann nur Fasel. Ja, in der Bube, das geht so glücklich auch, ne? Ja, glücklich, die Bube, das sei doch. Mon nom, Léa. Votre nom de famille? Est boxeur. Avant. Et maintenant, je suis Fazel. Et quel était votre nom avant, Fazel? Boxeur. Votre nom, Fazel, c'est un nom qui a été changé? Oui. Quel était le nom avant? Franz Zilberg. Et en France, c'était pas un gâteau. Parce qu'il faut des papiers, il faut tout ça. On est obligé d'aller 4-5 fois dans les machins de police pour tamponner des papiers. Et à la fin, on est resté quand même en France. Et c'est à ce moment-là que le nom, votre nom a été changé? Et à ce moment-là, oui. À ce moment-là. Oui, parce qu'il y a un monsieur qui l'a monté 43 avenue Samandé, on habitait là-bas, il a dit, écoutez, vous pouvez changer. Et mon mari, il a dit, je voudrais rester le nom Fabre. Il a dit, Fabre, vous ne pouvez pas parce qu'il y a des Français qui s'appellent Fabre. C'était déjà... Ah bon, et Fazel, c'était pas des Français? Les Français? Non, c'était Franz Zilberg. Oui. Il a dit, vous pouvez mettre seulement ou Fazel ou rien du tout. Ah, c'est l'employé préfectoral qui a choisi pour vous? Oui, oui, et on a dit, bon, d'accord, Fazel, c'est Fazel. Et on a accepté, il y a tous les papiers, c'est marqué Franz Zilberg, dites Fazel. Quel veut dire votre nom, Fein Zilberg? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quelle langue? C'est en yiddish. En yiddish. C'est Fein Zilberg, c'est l'argent cher. Fein Zilberg. Zilberg, c'était pas l'or, c'était Zilberg. Et est-ce que vous avez bien porté le nouveau nom, Fazel? Pour porter, moi j'ai pas porté, ça vient tout seul. Le nom, ça rien, c'est les cœurs qui ça compte. Volko. Volkovitch. Volko Freeman.
Volko Freeman. En 66, on avait un ami qui travaillait à la préfecture et il a persuadé mon mari de changer de nom. Vous avez des garçons, tout ça, au lycée. Bon, mon mari s'est laissé... voilà. Quel était votre nom avant Volko? Volkovitch, avec un CZ. D'où vient ce nom? C'est un nom... il y a un village en Pologne, c'est Volkovitch. Et donc c'était une difficulté, en arrivant, d'avoir un nom difficilement prononçable? Oh oui, mais parce que je crois que dans les bureaux, ils le faisaient exprès, un petit peu. Moi, je me suis trouvée dans un bureau et il y avait des pauvres gens devant qui ne savaient pas un mot, ils venaient pour un papier. J'étais obligée de prendre la parole parce qu'il était tellement désagréable, ceux qui étaient derrière, que ça a été plus fort que moi. C'était une difficulté pour vous et votre mari d'avoir un autre nom? Non, nom pas changé? du tout, parce qu'on était déjà Volco comme raison Ah sociale. voilà, vous pouvez nous en parler? VOLCO, Volco Chemisier, c'était notre raison sociale. Donc ils ont rajouté un T. C'est eux qui ont décidé de rajouter Ah, le c'est T? eux, c'est eux. Nous avons des cousins qui ont changé de nom. Oui. Ils ont mis Volco, Volcouve. Ils n'ont pas voulu mettre Volco. Mais pourquoi n'ont-ils pas gardé Volko sans le T? Ah ben non, ça c'est eux qui... C'est eux qui décident. Et le fait de porter ce nouveau nom, donc Volko, vous vous sentez plus française? Non, pas plus. Pas plus. C'était surtout pour le lycée, c'était surtout l'antisémitisme, surtout le racisme. Mais votre mari avait déjà l'idée de changer de nom. Il n'a pas voulu mettre Volkovitch Chemisier. Il a mis Volko Chemisier. C'est-à-dire, oui, comme beaucoup faisaient, couper le nom pour raison sociale. Mais Comme vous quand on coupiez connaissait votre nom, des amis, ils disaient Volkovitch. Ah Oui. Comme lui, il disait à l'école. Il disait au lycée, quand la prof l'appelait, il disait Vitch. Il répondait. Steht sich dort im Gessele, still vertracht der Heisele. Drinnen auf dem Bäuremstiefel wohnt mein teuer Reisele. Jeden Abend von Heisel dreh ich sich herum. Ich geb a Pfeif und ruf aus, Reisel, komm, komm, komm. Moi j'ai fait toutes mes études dans cet atelier. L'atelier est au milieu de l'appartement, ça dans le film on le Dans voit le pas. coin là-bas. Voilà, et mon père était à la table de coupe, ma mère à la table de repassage ou à coudre. Et moi je travaillais ici jusqu'à temps que je commence médecine. Et les machines Singer, donc moi je croyais que ça faisait partie de la famille et que c'était Singer, que c'était un nom juif, et c'est pas du tout. Quand j'ai su que c'était Singer, je ne comprenais pas plus tard. Voilà, donc j'ai porté effectivement le nom de Volkovitch depuis que je suis né, comme maman l'a dit. Et effectivement, Volko, c'était mes copains de classe qui m'appelaient Volko. Mais voilà, c'était pas pareil quand mes copains m'appelaient Volko que quand je me suis appelé officiellement Volko, où les choses étaient différentes. À quel âge tu t'es appelé officiellement Volko? Et donc j'avais 16 ans et demi. Hein, 16 ans et demi. Et je l'ai appris d'une drôle de façon, puisque j'étais en classe, donc j'étais en première à l'époque, et c'est le professeur de maths qui, étrangement, était polonais, Monsieur Dudziak, qui est venu me voir en me disant « Alors maintenant, on vous appelle Monsieur Volko ». Et moi, je l'ai regardé avec vraiment une inquiétante étrangeté. Et effectivement, les choses étaient passées par l'administration, comme ça, et j'ai appris que la démarche qu'avait fait mon père avait abouti et qu'officiellement, c'était là. Et c'est là que j'ai eu un vrai choc, évidemment, quoi. Et alors, effectivement, je crois que mon père, il avait changé en établissement Volko, la raison sociale. Je crois qu'il était toujours très fier d'être juif, mais pour lui, Volkovitch n'était pas un non-juif. Hein. Et quand il a commencé, effectivement, à avoir peut-être un petit peu peur en vieillissant de ce qui pourrait nous arriver de nouveau aux enfants, quand il a décidé de changer de nom, d'une part, il nous a expliqué que Volkovitch était un nom polonais et pas juif, et que voilà, il n'avait jamais supporté ni la langue polonaise, parce qu'ils ont trop souffert là-bas. Hein. Mon père était, je crois, le seul de Tomaszów, allait à l'école, et tous les jours ils rentraient ensemble. Donc c'était vraiment, il supportait pas de. Il parlait polonais, il comprenait le polonais, mais il supportait pas du tout. Il supportait pas du tout. Ah oui. Donc pour lui, et puis il faut se rappeler aussi
que les noms de famille chez les Juifs en Pologne et en Russie, c'était des acquisitions nouvelles de fin du 19e siècle, début du 20e. Et donc c'était pas un nom qui s'était approprié pour eux. Mon père c'était Joseph Yossi Ben Yermi Meyer. Volkovitch c'était un nom, c'était le nom de la ville où la communauté avait été accueillie. C'était en Biélorussie, mais c'était un moment où, en fonction des invasions, c'était soit polonais, soit russe, soit biélorusse. Donc pour lui, ça représentait pas forcément ce que ça représentait pour nous qui sommes nés avec ce nom-là, et qui ne sont pas pour nous des noms russes ou polonais, et donc des noms antisémites, mais qui sont des noms de notre histoire, de notre filiation. Donc ça ne représentait pas la même chose, et je crois que mon père ne se rendait pas, par définition, ne pouvait pas se rendre compte de ça. Alors c'est vrai que je l'ai mal accepté. Alors on lui a dit aussi quand même, on lui avait dit, mais la majorité de tes enfants, ils pourront choisir de reprendre leur nom ou pas, un peu comme c'était le cas pour les nationalités. À 18 ans, les enfants pouvaient choisir. Évidemment, ça n'a pas été le cas, parce que dès que j'ai eu 18 ans, je me souviens, j'étais en médecine, j'étais au palais de justice, j'ai demandé tout de suite les papiers, etc. Et on m'a regardé avec effroi et haine en disant comment vous avez eu de la chance d'avoir eu un nom francisé, comment vous pouvez demander de retrouver votre nom. C'était même pas retrouver votre nom, c'était je changeais de nom pour un nom à consonance étrangère. Alors ce qui fait qu'après j'ai fait une démarche en rajoutant quelque chose, j'étais un peu révolté. Donc j'ai demandé Volkovitch-Kovski. Je voulais rajouter pour... etc. Toujours est-il que je me suis toujours fait appeler Volkovitch, c'est mon nom d'usage, etc. Et j'ai fait une ou deux démarches qui ont été effectivement refusées, comme beaucoup de gens de ma génération qui ont voulu retrouver leur nom, parce que la jurisprudence française depuis le code napoléonien, c'est effectivement de refuser de... Fallait que le père... Non. C'est pas qu'à signer, fallait que... Non. C'est celui qui nous fasse la demande. Non, c'est pas ça, maman. C'est qu'il y a une loi et une jurisprudence en France qui fait que tu peux pas retrouver ton nom, c'est à chaque fois un changement de nom. Et donc, tu peux pas demander un nom à consonance étrangère. Voilà. Tu peux changer dans l'autre sens, mais pas dans ce sens. Voilà. Donc ça n'a pas été possible. Donc je me suis toujours fait appeler Volkovitch, mais le problème est arrivé un petit peu avec mon mariage et mes enfants. Comment les appeler, voilà, parce que mon nom d'usage est Volkovitch, mon nom patronymique c'est Volko, ma femme c'est Freeman qui elle-même a changé de nom, enfin ses parents c'était Friedman, c'est devenu Freeman. Donc on a transmis à nos enfants notre névrose en les appelant Volko Freeman. Je m'appelle Volko Freeman, je suis une donnée à l'école. Mon nom officiel c'est Volko, mais au nom d'état civil, mais c'est vrai qu'en classe on m'a toujours appelé Volko Freeman. J'ai fait quand je suis entré dans le cycle supérieur des études, j'ai dû rechanger mon nom à Volko pour les concours, pour l'inscription à l'université. Donc j'ai en gros perdu Freeman, mais je continue à m'appeler Freeman. Et je me suis toujours demandé aussi si je voulais rechanger le nom, comme mon père Volkovitch. Et j'ai entendu comment le nom s'est transformé de Volkovitch à Volko, mais j'associe ça aussi avec une rupture par rapport au judaïsme. C'est-à-dire que Volkovitch, c'est quand même... c'est lié à toute une nébuleuse yiddish. Et on a choisi de rentrer, on a choisi d'être français. Et donc on a pris Volko. Et c'était pas seulement, je pense, socialement, c'est aussi derrière, je veux dire, Volko, on est devenus des Français à part entière. Je sais qu'on aime bien penser qu'on est fondamentalement juif et qu'on a un judaïsme marqué. Pour moi, retourner à Volkovitch, ça aura peut-être un sens quand on aura retrouvé un peu le judaïsme d'antan. Et c'est vrai que je vois plutôt la démarche de mon père comme quelque chose, comme un retour un peu hâtif, comme si je s'appelais Volkovitch, on allait retourner à une forme traditionnelle de judaïsme. Et je pense que c'est pas du tout ça. Donc je pense pas uniquement que ça soit socialement, même si Papy a dû dire ça, on a quand même laissé quelque chose derrière. Et c'est un héritage qui n'est pas compréhensible.
je veux dire, je trouve ça sympathique. Enfin, mon père aime bien avoir un violon sur le toit, mais ça, enfin, c'est plutôt des images carte postale. Ça veut vraiment, ça veut plus rien dire. Donc, et c'est vrai que voilà, enfin, je pense qu'il y a une obsession aussi sur le nom, puisqu'on ne veut pas admettre qu'on a perdu quelque chose par rapport à notre judaïsme. Et le nom, c'est encore un espèce de vestige. Je vois aussi le nom un peu comme un fœtus, c'est-à-dire que on voit l'évolution. Et on voit l'évolution. Enfin, apparemment, c'était Wolf à un certain moment. Enfin, Volkovitch vient du mot loup. Après, c'est Volkovitch. Après, c'est Volko. C'était sûrement sympathique le monde yiddish, mais c'est pas nos racines hébraïques et c'est pas sur quoi je veux refonder mon judaïsme ou être un juif moderne. Enfin, ça aurait plus de sens à la limite de retransformer le nom en un nom un peu plus hébraïque que yiddish. Enfin, et puis comment? Non, c'était à cause de l'antisémitisme. Oui. Que beaucoup ont changé le nom. Ouais. Ah oui. Non, je crois pas que c'est uniquement. Ah, si. Je pense que c'est beaucoup, c'est ça, peut-être dans l'esprit, c'est comme ça que ça a été fait. Mais je pense que, je veux dire, c'était aussi, ce moment-là où, enfin, vous avez aussi choisi de changer enfin, par rapport à la religion, il y a eu un gros traumatisme après la Shoah. Et je pense que ça a aussi joué. Enfin, je veux dire, ça symbolisait. C'est pas seulement socialement, ça aussi passe une cassure au niveau religieux, au niveau, je sais pas, du monde des ghettos ou du monde polonais. Volko, c'est très... Enfin, tout le monde pense que c'est français, donc j'ai plus de problème. Mais je veux dire, il n'y a pas de sens. Enfin, je vois pas pourquoi je retournerais à quelque chose que, enfin, ma génération comprend plus. Et c'est vrai que je vois un peu ça comme le judaïsme n'a plus aucun sens. Enfin pour la génération de mon père, et que la seule manière d'y retourner, c'est de faire de l'archéologie et de reprendre des petites bribes de mots, enfin de noms, d'environnement, de films. Et c'est pas ça, je pense que le nom, enfin on accorde beaucoup trop d'importance au nom. Quand j'ai rencontré Misha, il était dans ses démarches pour essayer de retrouver le nom de Volkovitch. Donc nous nous sommes mariés. Il portait le nom patronymique. Moi, je tenais à mon nom, qui lui-même avait été changé. Pratiquement parallèlement, on a reçu l'arrêt Freeman, qui, c'est vrai, a une traduction qui est plus qu'agréable, à savoir celle d'homme libre, en sachant qu'avant, mon père s'appelait Friedman, qui était homme de paix, ce qui est aussi quelque chose d'assez grand et beau. Et j'ai l'impression que un petit peu ensemble, on s'est dit, bon ben d'accord, ils veulent pas que ton nom ait une consonance étrangère, ben on va rajouter le mien. Donc, c'était pas une vengeance, mais c'était pour affirmer, voilà. Donc du coup, on a pris quelque part officiellement, sans que ce soit le cas ni sur les passeports, mais par exemple, on a fait établir notre chéquier, on a un chéquier commun au nom de monsieur et madame Volko-Freeman, et on s'est fait appeler, donc on était monsieur et madame Volko-Freeman. Ensuite, quand les enfants sont nés, on était la famille Volko-Freeman. Bon, lui, de son côté, utilisait le nom de Volkovitch professionnellement, mais c'est vrai que je crois, comme a dit Ethan David, il y a eu un moment où c'était plus ou moins clair. Ensuite, les enfants sont arrivés dans les classes supérieures et là, on a été confrontés effectivement aux examens. Donc, pour se présenter aux examens, il fallait qu'ils aient leur carte d'identité. Donc, il fallait que l'inscription à l'examen corresponde à le nom qui était sur la carte d'identité. Et encore récemment, notre fille Sharon, qui là est en première, m'avait dit, mais quel nom je donne? En gros, comment je m'appelle? Donc, bon, je concède qu'effectivement, ça n'a pas dû être simple pour eux. Et également par rapport à ce qu'il disait, je réalise tout à fait cette différence de génération. Je crois que notre génération, effectivement, c'est ce retour au nom et effectivement cette quête de recherche des origines. Bon, je crois que dans la famille de Michel, vous parliez plus, mais moi, je viens d'une famille où justement on ne disait rien. Donc j'ai tout le temps été à la quête de cette histoire et c'est clair que cette recherche du nom
lié à une recherche d'identité, ce que visiblement ne vivent pas de la même façon nos propres enfants. Quel était votre nom avant Franier? Eh bien, c'était Frankenstein, le nom de mon mari, donc nom de jeune fille Blumenzweig, épouse Frankenstein. Moi, je dis Frankenstein, mais beaucoup de gens disaient Frankenstein. Pourriez-vous nous parler de votre changement de nom? Oui, alors, il y a eu plusieurs problèmes. D'abord parce que je pense que si nous n'avions eu que 2 filles, on n'aurait peut-être pas changé de nom, parce que mon mari disait que lui a eu des problèmes gamins avec ce nom. Il ne pensait pas qu'il y aurait l'éventualité d'une troisième guerre qui poserait des problèmes pour les Juifs. Donc il y avait le nom difficile à porter. Mais avec des filles, en se disant elles vont se marier, elles vont peut-être changer de nom. Mais nous avons eu un fils. Donc là, il s'est dit, pas possible, il faut que je change. La seule chose, c'est que pour changer de nom, ça coûtait cher. Et on n'avait pas les moyens. Et on a profité, dans les années 70, il y a eu un décret qui était sorti à l'époque, où pour une somme minime, on avait le droit, pour raisons raciales, antisémitisme et compagnie, de faire la demande pour changer le nom. Et là, ça a été en l'espace de 7 ou 8 mois, on a eu l'autorisation pour transformer notre nom. La seule différence, c'est que nous, on ne voulait pas s'appeler Franier, on voulait s'appeler Franck, en enlevant la fin, c'était tout ce qu'on voulait. Parce que tous nos amis nous connaissaient sous le nom de monsieur et madame Franck, c'était plus simple, mais on nous a refusé le fait de s'appeler Franck, parce que pour changer de nom, il fallait avoir un nom à consonance française. Alors on a dit, il n'y a pas plus français que les Francs, F-R-A-N-C. Non, ils nous ont donné 6 noms à choisir, dans 6 noms que le gouvernement ou l'État, je ne sais pas, ils nous ont envoyé 6 noms. Et le moins tarte des 6, c'était Franier. Donc on a opté pour Franier. C'était un peu difficile. D'ailleurs, j'ai jamais réussi à signer autrement que Frankenstein. Donc ma signature a été déposée à la banque quand on a eu les décrets, les changements de nom, qu'on a déjà réussi à faire les cartes d'identité au nom de Franier, tous les changements pour les 3 enfants, puisqu'il a fallu faire des demandes partout, à toutes les mairies. Je suis donc allée à la banque dire que je ne m'appelais plus Frankenstein, mais je m'appelais Franier, et que je voulais ouvrir un nouveau compte, enfin changer le nom de mon compte, et je n'ai pas réussi à faire de signature. Ça a été plus facile pour les enfants de s'appeler Franier à l'école que de s'appeler Frankenstein. Ça, c'est indéniable. Ils étaient tous en école laïque à l'époque, donc aucun problème. La seule chose, c'est que en 78, on a mis les 2 filles en école juive. Donc là, c'était plus. Là, on leur a demandé comment ça se fait qu'elles avaient un nom tellement non juif. Donc il a fallu prouver, pièce à l'appui, que c'était quand même C'était vraiment un nom juif. Les filles, ça n'a pas posé de problème. Mon fils non plus, sauf que depuis 10 ans, il lui a repris la marotte, il voulait absolument redevenir Frankenstein. Et là, il s'est renseigné, il m'a dit qu'il n'y avait pas possibilité de reprendre le nom de son père. Donc il a fallu le convaincre que puisque c'était le vœu de son père, pour que ça soit plus facile pour lui, il fallait qu'il continue à s'appeler Franier. Mais il était tellement omnibulé par cette histoire de Frankenstein qui lui plaisait, que là j'étais prise à l'improviste, mais il avait fait faire des cartes de visite au nom de Franier, mais avec en arrière-fond le monstre fait par Frankenstein, vous voyez. Je reconnais qu'ils ont fait de grosses études, ma fille aînée est ingénieure, et faire une polytechnique quand on s'appelle Frankenstein et faire polytechnique quand on s'appelle Franier, c'est plus facile, je pense. Donc voilà. Je me suis mariée civilement le 23 décembre 1960, c'est-à-dire 48 heures avant Noël, donc période où les gens commencent déjà, je pense, à boire. Et l'adjoint au maire qui nous a mariés, c'était un vendredi après-midi, puisque après le mariage avait lieu le dimanche. Le vendredi après-midi, il devait déjà avoir un petit coup dans l'aile, parce qu'il ne marchait pas très très droit. Et il n'arrivait plus, c'était mademoiselle Blumenzweig, qui épousait M. Frankenstein, et qui avait comme témoin Mme Scheratsky, et monsieur Menschenfreund, mon autre beau-frère.
Donc il s'est emberlificoté, ils n'arrivaient pas à prononcer les noms. Quel était votre nom avant qu'il ne soit Stenay? Steinschneider. Vous pouvez l'épeler? Il faudrait les compter. Hein. S-Z-T-E-J-N-S-Z-N-A-J-D-E-R. S'il y en a 14, c'est bon. Vous avez des enfants? Oui, j'ai une fille qui est née Steinschneider. Et puis l'anecdote de sa naissance, vous savez, quand on met les petits bracelets au bébé, la sage-femme en train d'écrire Steinschneider, on a fait 3 fois le tour avec du bracelet, parce que c'est pas fini. Il faut que je vous dise qu'on l'a appelée Roselyne Claire. Il y en a encore 14 derrière, en fait. Elle avait 28 lettres à écrire. Qu'est-ce qu'il signifie? Tailleur de pierre. En quelle langue? En polonais. Pour quelle raison vous avez donc changé votre nom? Alors c'est mon mari. C'est mon mari qui s'est occupé de ça. En fait, comme il n'a jamais été appelé par son nom de famille à l'école, donc, et il est venu de Pologne, il avait 2 ans. Et donc quand il n'était pas français en fait. Et il a voulu faire son service militaire et avant, il voulait absolument changer de nom. Parce que tout le monde l'a toujours appelé David. Il n'a jamais eu droit à son nom. Donc il s'est occupé, pour devenir français, il fallait qu'il fasse le service militaire. Il dit, il faut absolument que je règle ce problème avant de partir. Et il a fait des mains, il a essayé avec un avoué. Il a commencé en 48. Il est parti en 50 à l'armée et en 48, il a commencé à préparer les papiers. Et on lui a accordé, et on lui a envoyé une lettre comme quoi ils étaient d'accord pour changer de nom, parce qu'il est à consonance étrangère. Et nous avons proposé Stenay. Vous voulez changer de nom? Et ils nous ont répondu, enfin ils ont répondu à mon mari, que Stenay était encore une consonance trop étrangère. On avait proposé S-T-E-N-E-R, tout simple, et ça a été refusé. Et on a reçu quelques mois après une lettre, comme quoi il nous proposait Stenay. Comment vous l'appelez? S-T-E-N-A-Y. Voilà. C'est une ville de France, dans les Ardennes. On n'y a jamais été. Moi, j'ai toujours eu envie d'aller à l'hôtel, me faire inscrire sous le nom de Stenay, voir la tête des gens. Je suis né donc Finkelstein, qui s'écrivait à l'époque F-I-N-K-I-E-L-S-Z-T-E-J-N. À cela, il y avait une raison, ce n'était pas une fantaisie de l'état civil, c'est qu'en polonais, pour faire un che, il faut faire S-Z, Stein, puisque le nom de Finkelstein est plutôt un nom germanique. Et il y a une histoire sur ces noms germaniques aussi, c'est que il y a un certain nombre de siècles, la mode en Pologne, c'était de ne pas porter des prénoms de tendance slave ou russophone, mais la mode était à l'allemand. Les gens bien, les gens cultivés parlaient l'allemand parce que c'était une puissance dominante en Europe, sur tous les plans, non seulement militaire, mais la culture, les arts. Alors tout le monde, ou beaucoup de gens dans les grandes villes surtout, avaient adopté des noms à consonance allemande. Quand on m'a inscrit à l'école, il y avait peu, et il y a toujours peu en France, de gens qui parlent l'allemand ou qui soient germanophones. Alors pour prononcer correctement ce nom, Finkelstein, il faut être relativement germanophone. Pour faire un Stein correctement, il faut plutôt parler allemand ou être alsacien. Alors j'ai traîné ce nom pendant toute ma scolarité,
Et ça m'a beaucoup gêné parce que je vais vous raconter une petite anecdote d'enfance, ou d'enfant plutôt, c'est que les institutrices et les instituteurs que j'ai eus dans mes premières années de scolarité n'arrivaient pas à prononcer mon nom. On m'appelait Frankenstein, on m'appelait Fink, parce que c'était plus court. Enfin, c'était des déformations totales de mon nom. Et donc quand je suis arrivé en France, on m'a mis dans une école communale classique, traditionnelle. Et puis, les institutrices, au début, dans les petites classes, et les instituteurs ensuite dans les grandes classes, ils m'écorchaient systématiquement. Et puis j'étais, je le dis modestement, j'étais un bon élève. Bien. Et comme j'étais un bon élève, et que mes instits ne pouvaient pas prononcer mon nom, ils m'appelaient par mon prénom, ils m'appelaient Lucien. J'étais le petit Lucien. Mon vrai patronyme de naissance, c'est pas Lolek, c'est pas Lucien, c'est Lolek. Puis elle m'a inscrit à l'école et le directeur de l'école lui a dit, Madame Lolek Finkelstein, là, il n'aura pas un copain, il n'aura personne, il va être mis à l'écart complètement. Ce nom, il y a plusieurs sens, on n'a jamais très... Finkelstein, Stein ça veut dire pierre, une pierre, comme une pierre au bout. Fink c'est un nom oiseau. Le Fink c'est un oiseau, en allemand, puisque c'est un nom fabriqué à partir de l'allemand. Fink c'est un oiseau. En yiddish, Fink c'est l'étincelle. Alors quelle était la réalité du nom, je ne sais pas. Il y a des noms comme ça, d'origine juive, des pays de l'Est, qui étaient, comme en France d'ailleurs, des noms de métiers, des gens, tous les gens qui s'appellent Becker en allemand, c'est boulanger. Schneider, c'est tailleur. Prenez un nom juif classique, il s'appelle Kirchenbaum. Bon, on se demande ce que c'est compliqué à écrire en plus. Il y a des S, il y a des Z, il y a des J, bon, Kirchenbaum. Kirchenbaum, ça veut dire cerisier. C'est pas, bon. Vous avez dans tous les pays du monde des gars qui s'appellent cerisier, traduit dans la langue du pays. En Europe, en Pologne comme en France, dans tous les patelins, la plupart des gens n'avaient pas de nom, de patronyme. Ils avaient un prénom. En yiddish, on appelait Abraham Ben Eliezer, parce que c'était un tel, fils d'un tel. Mais il n'y avait pas de nom de famille. On a imposé un état civil vers le XVIIIe siècle. Donc, dans les pays occidentaux, en France, du moins, c'était aussi des noms de métiers qu'on donnait aux gens, ou des noms de résidence, des noms de lieux. Dupont, c'était Finbrick, Dupont, il habitait près d'un pont. Et on traduisait ainsi les noms à une époque, je vous le répète, où on a imposé pratiquement en Allemagne le port de noms germaniques ou bien des noms de patelins où les gens habitaient. Il y a d'ailleurs un patelin, curieusement, qui s'appelle Finkelstein en Pologne. Alors ils étaient tantôt avec des Stein en allemand ou avec des skis, parce que, pas avec des skis au pied, mais la terminaison en ski, parce que le patelin avait une terminaison en ski et Dieu sait s'il y avait des villages en Pologne, comme dans tous les pays de l'Est, avec un pourcentage de population juive important. Après, lorsqu'il a eu la République polonaise, n'est pas vieille. La Pologne a toujours été une terre d'invasion. C'est un terrain plat, tout est plat, il n'y a pas une montagne, il n'y a rien. C'était ou les Russes ou les Allemands, à tour de rôle. Jusqu'à la guerre de 14, la Pologne était russe. C'était une colonie russe. La frontière. Mon grand-père parlait le russe, le polonais, l'allemand. Parlait péniblement le français quand il est venu en France, il avait déjà 80 ans. C'était pas facile, mais il avait vécu, il a servi 7 ans dans l'armée russe. J'ai son sabre encore ici. Alors, je suis arrivé en France, mon père est venu en 1933 avec la montée du fascisme, Hitler venait de prendre le pouvoir. Et puis, moi, je suis arrivé une année après lui. Il faut que je vous signale aussi, c'est qu'à l'époque, on ne quittait pas ces pays-là si facilement que ça. J'ai voyagé à 6 ans avec un faux passeport d'un autre nom polonais, dont je ne me souviens plus du tout. Oui. Il y a de ça un certain nombre de dizaines d'années. Mais j'avais un faux passeport et ma mère, qui était venue avec moi, avait également un faux passeport pour franchir la frontière polono-allemande. Il y a eu la guerre. Et puis, il y a eu la fameuse rafle du 16 juillet où on a raflé
14 000 juifs à Paris par la police française. Hein. Ce n'était pas les Allemands. Hein. C'est la police française qui s'est chargée de tout ça. Et donc, évidemment, avec le nom que nous portions, nous étions dans les listes de gens à arrêter. Pour rien, d'ailleurs, parce qu'on était juifs. Et puis, mon nom m'avait déjà marqué à ce moment-là. Et puis, je me suis souvenu aussi de ce même nom que j'ai peut-être des enfants. Je ne veux pas qu'ils traversent les difficultés que j'ai traversées. Je me dis, après la guerre, je changerai de nom. Bon, mais ça a été beaucoup plus tard, puisque il y a eu la libération. Mais durant l'occupation, j'ai porté 5 ou 6 noms différents. Je me suis appelé Ronfaux, je me suis appelé Dumoulin. Et puis dans la résistance, j'avais encore un autre nom que mes chefs m'avaient attribué, je n'ai pas choisi. Si, j'ai choisi quand même, on m'a donné, donne-nous un nom bien français. Alors j'ai donné le nom du village en Normandie où j'ai passé mon certificat d'études et qui s'appelait Trévières. Trévières, c'est un chef-lieu de canton près de Bayeux. Et Trévières, c'était très français, donc ça sonnait Lucien Trévières, on ne pouvait pas faire mieux en matière de français. Alors, j'ai eu ce nom sur mes faux papiers. Et plus tard, à la Libération, je l'ai porté dans la Résistance. Puisque j'étais dans la Résistance, j'étais dans un maquis, j'avais 16 ans et demi. Mais, quelques années après la Libération, j'avais mûri, bien sûr. Et quand j'avais déjà une trentaine d'années, j'étais déjà marié. Je me suis dit, on va avoir des enfants, ils auront le même problème que moi à l'école. Je me suis dit, bon, je vais raccourcir mon don, ce qui fait que Finel, c'est que la moitié de Finkelstein, hein, avec le K en moins, le Stein en moins. Je suis entré dans la presse, bon, il n'y avait pas tellement de noms aussi tordus, aussi compliqués du moins. Et puis après, j'ai fait de la politique, donc c'était beaucoup plus aisé, parce que ma tête sur une affiche avec Lucien Finkelstein dessous, c'était pas très électeur. J'ai voulu garder la racine et mon avocat m'a dit, j'ai voulu même aller beaucoup plus loin, Finel quelque chose au bout, mais enfin, ça collait pas français. Il m'a dit, c'est pas la peine de changer de nom si tu gardes un nom étranger. Alors il m'a dit, écoute, Finel, c'est très bien, on va couper ton nom en deux. Et puis c'est resté comme ça. Et puis, curieusement maintenant, mes enfants, surtout ma belle-fille qui fait un métier d'art, me reproche d'avoir changé de nom, parce que dans les métiers d'art, dans la peinture, dans l'écriture, Finkelstein, c'est beaucoup plus joli et plus répandu de signer un tableau ou un livre Finkelstein que de le signer Finel, c'est banal. Alors on m'en fait maintenant le reproche, alors que moi j'ai voulu leur assurer leur sécurité pour l'avenir. In America is there Je suis née mademoiselle Rechnik et j'ai épousé mon mari qui s'appelait Rosenkopf. Alors, évidemment, après la guerre, en rentrant en France en 1947, on était naturalisés plusieurs années plus tard et par une occasion, on a changé parce que le nom, parce que c'était trop compliqué d'appeler Rosenkopf avec R-O-S-Z-K-O-P-F. Et quand on a travaillé, évidemment, il y avait l'établissement, c'était pas Rosenkopf, c'était l'établissement de Jean Rémy. Alors, on nous avait plutôt appelé Madame Jean Rémy, Monsieur Jean Rémy. Alors, on a coupé la moitié et on a changé le nom pour rester Roson. Alors maintenant, je m'appelle Roson. Vous pouvez l'épeler? Oui, alors R-O-S-E-N-T. Pourquoi vous n'avez pas fait Rosan avec Z-E-N-T? C'est pas moi qui... Je vous dis, nous, on était comme des petits moutons. Et on vous demandait d'où vous veniez? On vous demandait vos origines? Ah non, ça dépend. Non, à cause de mon petit accent. On me dit toujours, vous êtes italienne? J'ai dit non, je suis breton.
Je suis née en Pologne, évidemment, à Dąbrowa Górnicza. C'est presque la frontière de Śląsk. Et d'une famille avec on était 5 enfants, d'une famille très honorable, très très bien. Ma mère, elle s'appelait Freidla et mon père, Jankiel. Et le nom de jeune fille de votre mère? Tarnowska, c'est un nom polonais ou russe. Et malheureusement, pendant la guerre, on était déportés. J'ai perdu ma mère, j'ai perdu ma sœur, j'ai perdu mon frère. Mais je suis arrivée en France, évidemment, sans savoir parler un mot de français, sans avoir aucune existence. Et c'était très, très dur. On a commencé à s'occuper pour trouver un travail, pour travailler. Et petit à petit, on habitait dans un petit appartement qui était au 4e étage. Et la fenêtre, elle était au plafond, c'était presque comme un grenier. Mais on était heureuse parce qu'on était libre. On sentait la liberté. On m'a ouvert les bras, on m'a donné des possibilités de me débrouiller, d'arriver à cette étape que je suis. Je suis reconnaissante à la France. Et pourquoi avez-vous changé votre nom? Le nom, il était très compliqué pour les Français de l'écrire. C'était un peu compliqué. Maintenant, avec les temps passés, on a évidemment regretté de les changer, parce que si par hasard on retrouve la famille et on ne trouvera jamais Rosen, on va toujours chercher Rosenkopf. Alors de ce côté-là, on a regretté. Et nous avons un frère en Israël, c'est-à-dire le frère de mon mari, qui s'appelle toujours Rosenkopf. Et quand on lui avait annoncé qu'on a changé le nom, il s'est mis à pleurer, et nous aussi. Alors, le nom de Rosenkopf, c'est plutôt allemand. Rosenkopf, c'est-à-dire la tête en rose. C'est plutôt allemand. Comme moi, j'habitais presque à la frontière de l'Allemagne, on avait beaucoup de mots et de noms allemands. Donc, vous avez coupé? On a coupé le Kopf et on est resté Rosen. Et vous avez donc coupé? La tête. On a coupé la tête, on est resté juste avec Rosen. J'ai regretté énormément. Mais comme on dit en yiddish, zurück geht man nicht. En arrière, on marche plus. On va en avant. Mais geht voraus, nicht zurück. Et c'est comme ça. Madame Rosen, qu'est-ce que pense votre fille du changement de nom, de votre changement de nom? Oui, elle était pas contente. Et maintenant, évidemment, elle a changé, elle a repris Rosenkopf. Elle a pu reprendre? Oui, en Amérique. Elle a repris Rosenkopf. Alors moi, j'étais évidemment pas tellement contente non plus, parce que elle, Rosenkopf, nous, Rosen, ça fait un petit décalage. Et elle a pensé qu'on a fait une grande bêtise, et elle voulait nous honorer avec les noms, et elle a repris Rosenkopf. Elle est née en 58, c'est-à-dire 50 ans. Elle a repris, il y a peut-être 5 ans qu'elle a repris les noms. Parce que c'est possible, après tant d'années, on peut encore retrouver la famille qu'on ne sait pas où ils sont et par quel miracle qu'ils sont restés vivants. C'est possible qu'ils sont peut-être en Amérique, qu'ils sont en Israël, on ne sait pas.
Alors, elle a dit, c'est préférable que je reprenne le nom de Rosenkopf. Et voilà, c'est ça. La vie continue. Das Leben geht weiter. La vie, elle va plus loin. Il ne faut pas baisser les bras. Nicht losen fallen. Il ne faut pas se laisser tomber. Nicht se losen fallen. Das Leben geht weiter. Und man muss sein zufrieden von dem Leben. Il faut être heureux de cette vie. Es wird noch kommen, wir sind da. Und wo gefallen sie der Spritz von unser Blut? Spritzen wird dort unser Gewure, unser Mut. Es wird die Morgens unbegitten, uns dem Heim. Und der Nacht wird verschwinden mit dem Feind. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Nur euch versammeln wird die Sonne in dem Kajor. Wie a Parol soll gehen das Lied von Dor zu Dor. Das Lied geschrieben ist mit Blut und nicht mit Blei. Es ist nicht kein Liedl von a Vogel auf der Frei. Das hat a voll zwischen Fallen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Das hat a voll zwischen Fallen die gewähnt. Das Lied gesungen mit Naganes in die Hand. Du so mit keinem, dass du gehst am letzten Weg. Kutschimlen bleiene, verstellen bläue Tag. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schor. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Kommen wird noch unser ausgebänkte Schor. Es wird abbeugt und unser Trott mir seinen do. Alors, quel était votre nom avant qu'il ne soit Rimbaud? Rubinstein. Et j'appelle R-O-U-B-I-N-S-C-H-T-E-I-N. Ce qui se prononce alors Rubinstein. Rubinstein, car quand mon grand-père est arrivé à Paris, à l'époque on construisait la tour Eiffel, le douanier, il a noté comment ça se prononce, il aurait pu mettre un Z en plus, il l'aurait mis. J'avais 3 tantes qui étaient les sœurs de mon père, et il y avait une des tantes qui disait toujours « je suis une fille Rubinstein ». Alors ce que je peux vous dire aussi, pour vous dire que comme quoi c'est jamais simple cette histoire-là, côté maternel, mes grands-parents maternels s'appelaient Grosse. Et en réalité, ce n'était pas le nom. Quand l'arrière-grand-père, mon grand-père maternel est arrivé à l'âge de 2 ans à Paris, l'arrière-grand-père est arrivé en France, le nom c'était Stokowski. Et le douanier, alors c'est ce qu'on m'a raconté, hein, l'arrière-grand-père était un monsieur mince et grand, et le douanier a dit « Oh, Stokowski, c'est beaucoup trop compliqué, comme vous êtes grand, on va appeler Grosse. G-R-O, 2 S, sur le... » Voilà. Je passe sur la période de l'occupation où mes parents, moi et mon petit frère qui avait à l'époque 3-4 ans, nous avions tous des faux noms. Il n'était pas question de s'appeler Rubinstein, c'était la menace de mort. Donc on s'appelait Roubichet. Et on avait des vrais faux papiers Roubichet. Bon, fin 43, début 44, je suis passé en Espagne par les Pyrénées et j'ai été évidemment interné dans un camp d'internement en Espagne. Et là j'ai repris mon nom de Rubinstein. R-U-B-I-N-S-T-E-I-N. Donc tous mes papiers ont été faits à ce moment-là, ce nom-là. Je me suis engagé en Afrique du Nord, à Casablanca, et mes papiers militaires, livret militaire, permis de conduire, tout était au nom de Rubinstein. En quelle année? Ça c'était en 44, au mois de fin avril 44, où je me suis engagé pour la durée de la guerre. Donc tous mes papiers étaient au nom de Rubinstein. Alors tout s'est très bien passé, très bien. Je suis sorti de la guerre vivant, heureusement. Et
j'ai commencé à travailler. Et alors le problème a commencé à se poser avec le problème du nom, c'est que j'ai travaillé pendant 10 ans dans une grande ville du sud-ouest, que je peux nommer, vous citez, qui est Bordeaux. Et j'avais affaire à des clients particuliers, disons la bonne bourgeoisie bordelaise. Et je me suis rendu compte très rapidement que le nom de Rubinstein ne m'ouvrait pas les portes du tout. Au contraire même. Ça se sentait. Et je vous signale, c'était dans les années 49, 50, 51, 52, vous voyez. Et donc, je me faisais appeler Ruby. Et là, à ce moment-là, pas de problème. Bon, je me marie avec la mère de monsieur. Et à ce moment-là, les complications commencent à arriver, car on a été obligé de demander un livre pour avoir un livret de famille. Et là, c'était... Ma femme avait les papiers au nom de Rubinstein et moi Rubinstein. Alors je passe sur les problèmes, on voyageait beaucoup à chaque frontière. On disait pourquoi vous vous appelez comme ça, pourquoi l'orthographe n'est pas la même, etc., etc. Bon, quand on a eu mon fils, et ma fille est arrivée ensuite, avec mes parents, j'insiste bien là-dessus, on a dit nous ne voulons pas que nos enfants connaissent ce que nous avons connu. Donc c'est de là que nous avons pris la décision, avec mes parents, de changer. Vous avez pris la décision avec vos parents? Ah oui, absolument. Qui a fait la proposition du changement? Donc vous-même ou vos parents? Mon père. C'est votre père. Avec mon accord, bien entendu. Avec mon accord. Donc on a eu le changement de nom, à l'époque c'était signé par Michel Debré, et on l'a fait uniquement en espérant, je dis bien en espérant, que nos enfants ne connaîtront pas ce que nous avons connu. Et alors ça nous a vraiment protégés? Ce que je sais, ce que je peux assurer, c'est que lors de ma période bordelaise, qui a quand même duré pas loin de 11 ans, le nom de Ruby m'a ouvert beaucoup de portes qui n'auraient pas été ouvertes. Mais pourquoi pourquoi tu t'es pas contenté de prendre Ruby comme pseudonyme et comme nom d'usage finalement, sans changer l'état civil? Tu l'as fait, je sais, pour nous. Enfin, oui, on et moi. Ah ben c'est uniquement pour... Alors on a changé l'état civil. Mais tu pensais vraiment à l'époque que ça allait... comme beaucoup... nous protéger. Comme beaucoup de gens de ma génération. Non mais le paradoxe, pardon, mais le paradoxe, c'est que, comme tu le disais tout à l'heure, et ça je sais que tu es complètement sincère, tu n'as aucune honte par rapport à ta judéité, et je dirais d'autant plus que j'ai été circoncis. Oui. Donc c'était quand même... Il n'y a pas du tout une question de judéité. Non, pardon. Tu me fais circoncire par tradition, par... et pardon de revenir là-dessus, mais... il suffisait de vous déculotter pendant la guerre pour voir que vous étiez juif. Bah évidemment. Je me rappelle très bien que j'allais à la piscine, on devait être deux circoncis dans la classe, et qu'en allant à la piscine, les autres petits garçons, bien sûr, ont vu nos sexes circoncis, et qu'on a été immédiatement traités de sales juifs. Et on avait beau s'appeler Rimbaud ou n'importe quoi, on était des juifs. Donc, évidemment, la protection du nom est totalement illusoire quelque part. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que justement mon fils ne peut pas comprendre, comme beaucoup de gens de sa génération, c'est ce que nous avons connu. La question se pose pas comme ça. C'est pas qu'on ne peut pas le comprendre. On comprend parfaitement, mais tu dois comprendre et tu dois, je pense, être même fier quelque part que la génération actuelle se réapproprie son nom d'origine. Vous pourriez dire que le nom vous démasquait. Ah, totalement. Totalement. C'était vraiment l'aigle noir qui fondait sur nous. Hein. Sauf que Rubinstein, savez-vous ce que veut dire ce nom? Quel est le sens de ce nom? La pierre de rubis. En quelle langue? En allemand. C'est un nom allemand? Oui. Enfin, si on veut. Juif allemand. Ouais. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Et donc, encore une fois, et je pense que si je n'avais pas eu la période bordelaise, peut-être j'aurais agi différemment. Mais la période bordelaise qui se trouvait donc après la guerre,
où j'ai ressenti justement cette hostilité déguisée, pas ouverte, vous voyez, mais j'ai dit non, j'en ai marre, je veux pas que mes enfants connaissent ça. Mon fils a la chance d'être dans un métier littéraire où je pense que c'est actuellement, c'est mieux porté de s'appeler Rubinstein que de s'appeler Rimbaud. Ce qui est un paradoxe. Pardonne-moi, c'est le paradoxe, mais c'est vrai, mais c'est le paradoxe. Papa, tu as choisi le nom d'un grand poète français. Non, mais c'est totalement pareil. Oui, mais pardonne-moi, c'est totalement. Enfin, excuse-moi, je peux pas entendre ça. C'est absolument ridicule. Non, absolument je ne ridicule. pense pas. Donc vous comprenez ces démarches pour Absolument, ah oui. Mais d'ailleurs, ce qui est d'ailleurs assez drôle dans l'histoire, moi je comprends parfaitement mon fils, et je lui fais aucun reproche, j'insiste bien là-dessus. Alors pourquoi le choix de Rimbaud? Oh, alors là... Non, mais moi je sais pourquoi. Parce que ma mère m'a toujours dit, c'est qu'elle avait, elle, influé pour choisir ce nom par amour pour Arthur Rimbaud. Ce qui est plutôt une bonne raison, je veux dire, c'est... Oui. Le nom n'est pas tombé... Et ta grand-mère avait insisté... Le nom n'est pas tombé... Oui, et ma mère avait insisté beaucoup aussi pour que ça ne soit pas Ruby, mais Rimbaud. Donc, si je comprends bien, vos parents à vous s'appelaient aussi Rimbaud. Oui. Ils ont aussi, c'est ça, toute Oui, la oui, et famille. mon frère qui est plus jeune que moi aussi. Alors, voilà. Donc, Olivier, on vous a entendu, donc... que pensez-vous, vous, de ce changement de nom qui est difficile pour vous, effectivement, à porter ce nouveau nom? Le changement de nom, je le comprends, je veux dire, dans un contexte historique bien particulier. Bien que j'ai eu beaucoup de mal quand même quand je me suis penché sur la question, pas uniquement sur mon cas d'ailleurs, mais je dirais sur le cas des Juifs qui ont changé de nom. C'est vrai que la grande vague de changement de nom, c'est les années d'après-guerre, c'est 1946, 47, 48. Le changement de nom a été beaucoup plus tardif, puisque dans les années 60, donc déjà j'avais eu un peu de mal à comprendre. Bon, après j'ai compris que c'était par rapport à moi qui suis né à la fin des années 50 et ma sœur dans les années 60, c'était évidemment par rapport à notre naissance, a été, je pense, l'étincelle assez déterminante pour eux, pour entreprendre ces démarches qui sont quand même, parce que quand on entend mon père en parler, il en parle avec comme une décision comme ça finalement, mais j'imagine quand même que fondamentalement ça devait être assez lourd. C'est pas évident quand même de faire les démarches auprès du Conseil d'État, de faire une requête et d'abandonner son nom. C'est pas rien quand même. C'est pas rien. Même si, comme je disais tout à l'heure, puisque mes parents évoluaient dans un milieu exclusivement juif, c'est-à-dire tous leurs amis de lycée étaient tous juifs, polonais, russes, avaient changé de nom ou pas, mais je me rappelle très bien qu'on les appelait jamais Rimbaud. Enfin, leurs amis les appelaient jamais Rimbaud, ils les appelaient Ruby, effectivement, qui était le diminutif de Rubinstein. Jamais, je veux dire, Rimbaud pour moi a toujours... j'ai toujours senti ça comme un faux nez, ce qui est... c'est le cas de le dire, pour nous, qui avons des grands nez, mais j'ai toujours senti ça comme un faux nez, et je sais qu'ils pensent la même chose. Et d'ailleurs... D'ailleurs, enfin, je me souviens quand j'ai entrepris, moi, les démarches inverses, au départ, j'en avais pas parlé. Et je me rappelle que mes parents avaient une réaction assez violente par rapport à ça, parce que ce que je peux comprendre, je veux dire, il y a quand même une remise en cause fondamentale d'un acte important, familial important, donc c'était pas la démarche que j'avais entreprise à l'époque n'était pas anodine. J'ai déposé une requête auprès du Conseil d'État parce que pour moi il était inimaginable et insupportable de transmettre à mes enfants un nom qui n'était pas le mien, que j'ai toujours eu beaucoup de mal à assumer, beaucoup de mal. Donc j'avais entrepris ces démarches effectivement dans les années 86, je pense 86, 87, et ça a été
puisque j'ai eu quand même presque 10 ans de procédure, puisque j'ai déposé 2 requêtes. J'ai déposé une première requête donc qui a été au bout de 18 mois refusée par le Conseil d'État sous le prétexte de la fixité du nom, et que, avec un argument aussi qui m'avait surpris, pour ne pas dire plus, qui disait que Rubinstein étant un nom à consonance étrangère, l'État français, le Conseil d'État acceptait le changement de nom en termes de francisation du nom, mais pas l'inverse. Et ça m'avait extrêmement choqué. Donc j'ai déposé une seconde requête ensuite, qui a été celle-ci très médiatisée à l'époque, parce qu'effectivement j'en avais beaucoup parlé à des amis journalistes. Il y avait eu le livre de Nicole Lapierre qui avait fait pas mal de bruit. J'avais reçu énormément de courriers de gens qui étaient dans ma situation, et le fait que mon cas ait été médiatisé avait provoqué pas mal de débats. Et j'avais tenu l'argument que je développais tout à l'heure, c'est-à-dire en disant, mais attendez, c'est quand même complètement insensé que l'État français, dont je suis partie intégrante, refuse à ses enfants juifs le retour à leur nom d'origine. Je suis né Rubinstein en France, sous prétexte qu'ils considèrent que c'est un nom à consonance étrangère. Donc j'ai dit, donnez-nous la définition d'un nom à consonance française. Serge Lamaze, il avait vraiment changé de nom au niveau de l'état civil, et il était parvenu à changer de nom parce que je me souviens, son père, qui était chanteur d'opéra, Serge Lamaze ne voulait pas qu'il y ait une confusion possible en nom d'artiste. Et donc le Conseil d'État l'avait autorisé à changer de nom. Et je trouvais ça tout à fait extraordinaire finalement qu'un chanteur de variété puisse changer de nom comme ça, avec un nom en plus, la MAM me semble pas... En définition de consonance française, je ne sais pas si c'est si français que ça, et que donc moi, juif français né à Paris sous le nom de Rubinstein, on refuse de me restituer mon nom d'origine sous prétexte que c'est un nom à consonance étrangère. Mais pour dédouaner mon père, et je dirais pour mettre en avant aussi l'ambivalence, c'est que je me souviens très bien qu'au départ, ils étaient très remontés contre moi. Ma mère et mon père étaient très remontés contre moi, contre cette démarche, en disant que c'était une démarche absolument insensée, dangereuse, que je ne me rendais pas compte par rapport à mes propres enfants, etc. Et qu'ensuite j'ai eu besoin, dans toute cette action vis-à-vis du Conseil d'État, j'ai eu besoin d'énormément de documents de famille, d'énormément de ces papiers militaires, et que finalement, tu m'as tout donné. C'est-à-dire que tu m'as tout donné avec... et je me rappelle, ton père vivait encore à l'époque, puisque j'ai entrepris ces démarches dans les années avant la naissance de ma fille, c'est-à-dire dans les années 85, 86, dans ces eaux-là. Mon grand-père vivait encore, et je me rappelle de discussions que j'avais eues avec ton père, qui était extrêmement fier de ma démarche. Extrêmement fier. Mais je peux comprendre aussi. Et donc, j'ai par rapport à mes parents, par rapport à leurs décisions, bien sûr que j'ai évolué là-dessus, c'est-à-dire que j'étais dans la colère au départ, j'ai compris, et c'est pas, je n'en veux pas à eux, j'en veux au Conseil d'État, j'en veux à l'État français qui reste figé dans une attitude qui me semble pour moi totalement incompréhensible et extrêmement douteuse. Voilà, l'histoire est comme ça. C'est ce que j'avais écrit d'ailleurs dans un mémoire que j'avais fait pour le Conseil d'État, en disant, mais si mes parents ont changé de nom, c'est parce qu'il y a eu la guerre et la collaboration. Il n'y aurait pas eu la guerre et la collaboration, ils n'auraient pas changé de nom. Ils n'auraient pas changé de nom. Donc c'est en cela que je dirais que ma réflexion, mon combat, si on peut parler d'un combat aujourd'hui, il n'est pas contre mes parents. Il est contre les décisions successives du Conseil d'État par rapport à ce problème. On en arrive aujourd'hui à cette situation où sur mon passeport, par exemple, il est marqué Olivier Rimbaud, pseudo dit Olivier Rubinstein. C'est-à-dire que mon vrai nom apparaît comme un pseudonyme. Mais tous mes autres papiers bancaires, sécurité sociale,
tous les papiers officiels sont au nom de Rubinstein. Mais mes papiers d'identité, ça figure. Permis de conduire. C'est marqué Rimbaud dit Rubinstein. Et c'est vrai que ma grande douleur, bon, outre le fait que je ne suis pas parvenu à récupérer mon véritable nom, je ne désespère pas, c'est aussi pour mes enfants. C'est-à-dire que j'aimerais bien qu'on mette notre vrai nez maintenant. Je suis totalement français, même si mes racines sont ailleurs, mais ma culture est française. Et j'en suis fier. Je veux dire, c'est un pays auquel je suis profondément attaché. Mais je n'aime pas ce sentiment de nivellement où tout le monde doit être, finalement, aucune aspérité ne doit apparaître. C'est une vraie douleur. C'est-à-dire, je n'ai jamais supporté, ce nom de Rimbaud. Et pourtant, j'adore Arthur Rimbaud, mais je n'ai jamais supporté ce nom. Jamais. C'est-à-dire, j'ai toujours considéré ça comme une, comme une mystification, comme... je n'ai jamais supporté ça. Je n'ai jamais pu l'avaler. S'il n'y a plus de fête, s'il n'y a plus de rite, s'il n'y a plus de langue, s'il n'y a plus rien, en 2 générations, c'est terminé. Il n'y a plus de nom, il n'y a plus de langue, il n'y a plus de fête, il n'y a plus de nom. Qu'est-ce qui reste? Ces gens qui ont changé de nom, qui n'ont pas la langue d'origine, qui n'ont pas les rites, qui n'ont pas la religion, qu'est-ce qu'ils transmettent? Qu'est-ce qu'ils transmettent? Je ne suis pas du tout d'accord. Ils peuvent transmettre effectivement une forme d'humanisme, absolument, une forme de morale, oui, ça c'est vrai. Oui, absolument. Ça c'est vrai. Sauf que l'humanisme et la morale sont des choses très évanescentes. Et il faut quand même, je pense, à un moment, comme quand quelqu'un meurt, déposer des pierres. Parce que la pierre, ça permet de retrouver la tombe. Et je pense que eux sont dans une... quand je dis eux, pardon, mes parents et d'autres, sont dans une forme qui a été totalement de relation judaïsme qui a été, bien sûr, et je le comprends, j'allais dire dans mes tripes, totalement bouleversée par la Shoah, et je le comprends. Mais j'allais dire, la Shoah n'est pas une parenthèse de l'histoire, mais je dirais, chaque génération est une parenthèse. Et heureusement, c'est un peu comme les maranes, vous savez. Il y a des générations entières qui se noient dans, je veux dire, en dehors du judaïsme, qui oublient tout. Et puis à un moment, ça revient. Eh bien, j'aimerais très modestement que mes enfants ou moi, on soit cette génération, soit ces générations, eh bien, qui... C'est même pas en termes de revendication, mais c'est dire ce que l'on est, sans aucune ni honte, ni sentiment de protection, ni voilà, on est ce que l'on est. Geld. Nefze pikenisch, die alles von ihm, was will uns verschwarzt, unser Pony, wir leben ewig, wir seinen do, wir leben ewig, in jeder Show, wir werden leben, der Leben schlechte Zeiten, überleben. Wir leben ewig,
wir seien da, wir leben ewig. Es brennt der Welt, wir leben ewig von der größten Geld. Und öfter pieken ich die alles von ihm, was will uns verschwärzen, unser Pony, wir leben ewig, wir seien da, wir leben ewig in jeder Schau. Wir beleben der Leben, schlechte Zeiten überleben, wir leben ewig, wir seien da, wir leben ewig, wir seien da. Wir leben ewig in jeder Show. Wir leben ewig in jeder Show. Wir beleben der Leben, schlechte Zeiten überleben. Wir leben ewig.